merci d'être là. Et merci tout particulier aux candidats d'avoir accepté notre invitation au terme d'une campagne premier tour particulièrement tendue et épuisante, je le sais, vous me l'avez dit tous les deux, surtout pour vous, mais pas que. Vous avez vos équipes et puis je dirais toutes celles et tous ceux qui vous suivent pour partager avec vous ces moments arrivent aussi en fin de première période de cette campagne, un peu fatigué. Il faut être un homme ou une femme politique pour savoir ce qu'est une campagne politique. Je peux vous assurer que c'est un investissement total d'énergie en permanence. Et déjà pour ça, je trouve qu'on peut applaudir et féliciter les deux candidats. Alors c'est vrai, une campagne, c'est forcément quelque part un combat. Il est bien sûr philosophique, politique et rien d'autre. Il y a une tension, il y a quelquefois des excès qui s'y attachent, sont quelquefois au niveau national, au niveau local, naturellement, ce qui justifie que nous n'ayons pas été en situation de rendre publique cette réunion, ainsi qu'il eût été souhaitable, mais nous avons préféré faire en sorte de pouvoir concentrer ce débat entre Aurore Berger et Jean-Henri Poisson. Il aurait été beaucoup plus compliqué, voire impossible, d'ouvrir le débat à tous les candidats. C'est un choix. Je rappelle qu'Alliance de la démocratie est une association privée et que l'organisation de ce débat est mal d'elle et d'elle seule et que c'est la volonté que nous avons eue et que nous assumons. Cette tension, cher Jean-Frédéric Serroror, si je peux me permettre, non seulement nous vous le demandons, mais nous vous l'imposons, laissez-la à la porte de cette enceinte, et vous n'êtes même pas obligé de la reprendre en sortant, on peut en tout cas vous le souhaiter. Ceci vaut pour tous ici, pour les membres naturellement, mais aussi, permettez-le moi, pour les invités de chacun des candidats. C'est pour la bonne tenue du débat, nous n'y trouverons tous que des choses positives. Avenir Dialogue et Démocratie, sans rien renier de son histoire, et tout au contraire en étant fier, n'a plus aujourd'hui vocation à présenter un camp, un homme, ni même un parti, mais à permettre au club de réflexion qu'il est de donner à ses membres, ses nombreux membres, les moyens de faire des choix, leurs choix. Ce choix pour autant devra s'inscrire dans les valeurs communes qui sont celles unifiant l'ensemble des membres, largement inspirées des orientations gaulliennes et ancrées dans une droite ouverte, sociale, constructive, mais aussi ferme et décidée. L'avenir Dialogue et Démocratie doit donc être tout particulièrement ce soir un havre de paix, un lieu d'écoute, d'échange, un refuge contre tous les excès, où l'on se concentre sur le fond des vrais sujets, tout particulièrement celui consistant à rechercher la situation de l'intérêt de la circonscription comme celui de la France. Merci à chacun de comprendre, d'admettre et de respecter ces règles qui sont les nôtres. J'insiste. Cela précisé, conformément à l'engagement pris, je vais vous lire 2 lignes émanant de notre candidate Aurore Berger, qui le souhaitait. Je cite: « Nous sommes particulièrement attachés au débat, sinon nous n'aurions pas accepté d'y participer, alors même que le président de l'association, que vous avez devant vous, et son président d'honneur sont des soutiens officiels du député sortant. Mais nous souhaitons nous assurer de la bonne tenue et du fair-play du débat, raison pour laquelle nous souhaitons à minima que des questions d'ordre général permettant d'exposer notre projet soient posées par vous-même en tant que modérateur du débat. Nous sommes ouverts aux questions venant du public, encore une fois, sinon nous ne l'aurions pas accepté. Mais nous souhaitons que les questions portent uniquement sur le projet des candidats pour notre pays, notre territoire. Nous comptons sur vous pour le préciser en introduction, ce que je fais, comme nous comptons sur vous pour faire respecter l'égalité, ou tout du moins l'équité du temps de parole. Voilà. Alors même si ce soir, c'est donc naturellement le président d'Avenir de la démocratie qui a plaisir à vous recevoir, ma qualité de maire de la ville de Rambouillet sous étiquette Les Républicains m'interdit, sauf à être dénoncé comme jugé parti, d'animer le débat. Aussi, j'ai demandé à notre délégué général, Hervé Le Gall, validé à l'unanimité de notre conseil d'administration, de vouloir prendre le rôle de Monsieur Loyal, et sauf à craindre de l'entendre me dire que je suis trop lent, je lui passe le micro sans plus attendre. Bien, merci Marc, merci madame, merci monsieur. Je ne suis pas du tout un animateur professionnel, mais ça commence mal, j'ai déjà le caméraman qui est au endroit. Donc ne m'en veuillez pas, je ferai pour le mieux, l'objectif étant effectivement de respecter une équité totale,
Et si tant est qu'il y ait des débordements, je renverrai tristement ma responsabilité aux candidats en leur demandant d'ores et déjà, comme à l'ensemble du public. Je dois dire que très franchement, et pour que les choses soient bien comprises, nous attendions beaucoup moins de monde que ce que vous êtes. Nous avons renvoyé un certain nombre et certains ne peuvent être renvoyés pour des raisons que vous pouvez comprendre. Donc, s'il vous plaît, pas de débat excessif, je dirais. Il y en a eu ces dernières soirées, on le regrette. À ADD, nous n'estimons pas nécessaire de faire des oppositions systématiques pour des questions de parti. Donc nous sommes là entre citoyens de la dixième, avec beaucoup de paix au cœur, de sérénité, avec l'objectif, une fois encore, de poser des questions pour faire des choix, et non pas de critiquer par principe des partis opposés. Donc soyez gentils, s'il vous plaît, des questions pleines de respect. Je vais y revenir. Dans la chronologie, si le professionnel veut bien passer pour vous faire comprendre comment ça va se passer. Donc Marc, vous voyez, avec 3 minutes pour l'introduction, il y en a pris 8, on est mal parti. On est d'autant plus mal parti qu'on est parti passer à 6h30 et que la multiplicité des entrants fait que nous avons 20 minutes de retard. L'animateur, j'ai 2 minutes, il me reste 30 secondes. Les candidats, ils vont commencer par tous les deux 5 minutes d'intervention, sans être interrompus par qui que ce soit. Dans l'ordre, si je ne m'abuse, c'est M. Poisson qui commence en fonction du pile ou face qui va être fait. Madame Berger suivra, et à la sortie, on le verra, eh bien, on inversera les rôles et les ordres. Oui, merci. Après quoi, nous aurons 8 sujets à aborder. L'objectif étant, si vous voulez, de ne pas passer à côté de sujets principaux. Ces 8 sujets sont donc ruralité, attractivité, famille, Europe et internationale, laïcité, sécurité et terrorisme, immigration et éthique. Chacun des candidats sur ces 8 sujets aura 2 minutes pour exprimer sa position. 2 minutes et pas plus, parce que sinon on sera complètement à la bourre. Et une fois que ça sera fait, eh bien, il leur restera 2 minutes à chacun pour échanger, sans que la salle n'intervienne. Donc ça nous fait 6 minutes par sujet. Il y a 8 sujets, 6 fois 8, 48. Ça nous emmènera en théorie, puisqu'on est déjà à la bourre, à 19h33, et c'est là, à ce moment-là, que la salle pourra poser des questions. Les questions à titre d'information, ADD n'en a préparé aucune. Aucune. Hein, on n'est pas là pour piper les dés, ADD n'a préparé aucune question. Ça ne veut pas dire, fort heureusement, que ses membres n'en ont pas préparé. Et ces membres, naturellement, poseront des questions au même titre que les invités, pour autant que ces questions soient posées dans le cadre de ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire la sérénité et la volonté d'avancer sur des sujets concrets et non politiques. Et puis, après quoi, eh bien, il sera 20h à peu près, il y aura la conclusion par les candidats, donc les 5 minutes inversées, et puis Marc, notre président, clôturera si je veux bien. Voilà, je vous pose pas la question de savoir si vous êtes d'accord ou pas, c'est comme ça, puis on ne répond pas à la bourre, donc ne m'envoyez pas. Je serai particulièrement directif, parce que si je ne le suis pas, il est certain qu'on dérapera encore plus que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Donc, M. Poisson, si vous voulez bien commencer, 5 minutes à vous. Ça marche 1, 2, oui, ça marche. Bien, Monsieur le Président, Monsieur le délégué général, chère Madame la candidate, Mesdames et Messieurs les élus, chers amis, merci d'avoir bravé le beau temps pour venir à cette réunion, d'être venus nombreux. C'est un moment important de la campagne, certainement. Je remercie également la presse d'être ici. Vous m'en voudrez pas de profiter de cette occasion pour remercier tous ceux qui, dans cette salle, ont participé à la campagne, quel que soit le candidat qu'ils soutiennent. Il y a une énergie déployée qui est colossale dans ces moments. Et il est bon de voir que, contrairement à ce qu'on croit souvent, et malgré la saturation, tout le monde sent bien dans cette campagne sur la politique et qui affecte les Français. Il y a encore énormément de personnes qui participent à cette campagne électorale. Donc merci à tous pour votre concours. J'ai été candidat à la primaire de la droite et du centre parce que je crois dans le redressement de la France. Et je pense que la situation de notre pays n'est pas du tout à la hauteur de ce qu'il devrait être. Et parce que j'ai cette conviction, je me suis également présenté à cette élection législative pour prendre part autant que possible à ce redressement. Je l'ai fait sous les couleurs qui ont toujours été les miennes, dans la famille qui est la mienne depuis longtemps, et dans une triple fidélité personnelle à mon territoire, à mes familles politiques et à mes convictions. Je suis persuadé que la France peut se redresser. Et pour cela, il y a un certain nombre de conditions à remplir. Une politique ambitieuse sur l'Europe, une rénovation extrêmement importante de nos moyens de défense,
de la liberté redonnée aux familles, aux associations, aux territoires et aux entreprises. Un assouplissement de toutes les normes qui nous étouffent. Une exigence sur la place de la cellule familiale dans le corps social. Davantage de soins apportés aux zones qui souffrent. Bien sûr, les zones urbaines sensibles, mais également la ruralité, nous aborderons ce sujet tout à l'heure. Et puis surtout, une bagarre sans merci contre les fondamentalistes islamistes qui n'ont à l'égard de notre pays qu'une volonté violente et veulent nous imposer des règles qui ne sont pas les nôtres. Il y aura beaucoup d'autres aspects à aborder ce soir. Ma conviction est que la France peut y parvenir, à condition que nous entrions dans une société de confiance. Ça me paraît un préalable indispensable. Et partout où je me retourne, je vois que la défiance règne. Ça ne s'écrit pas dans une loi. On reviendra certainement aussi tout à l'heure sur la question de la moralisation de la vie publique. Ça ne s'écrit pas non plus dans des règlements, dans des délibérations de conseil municipal. C'est une question de médiation. C'est une question de dialogue. Et particulièrement, les responsables politiques ont en charge ce dialogue et cette médiation. Encore une fois, je suis au service de ce territoire depuis maintenant un certain nombre d'années. J'ai exercé différents niveaux de responsabilité et je suis fier d'avoir effectivement exercé ces responsabilités. Je remercie de leur confiance ceux qui me les ont données et c'est au nom de tout cela que je sollicite à nouveau pour votre confiance le 11 et le 18 juin prochain. Ça fait moins de 5 minutes, mais ça permettra d'avoir davantage de temps tout à l'heure pour répondre à vos questions. Merci. Par souci de transparence, nous ne savons pas gérer les débordements positifs ou négatifs. Donc, tu as dit tantôt, déterminé, il n'y a pas de crédit. À vous, madame. Bonsoir à toutes et à tous. Vous me pardonnerez le petit éraillement de ma voix qui est dû à une campagne en effet qui a été extrêmement enthousiaste, déterminée, intense et qui a parfois des conséquences imprévues. Je voudrais évidemment commencer par remercier les membres de cette association. Comme vous l'avez rappelé, Monsieur le maire, j'aime le débat et c'est la raison pour laquelle j'ai évidemment accepté d'y participer. Bien que certains membres de mon équipe avaient peut-être un avis différent du mien, mais je trouvais que c'était important parce que le débat, pour moi, permet à la fois la clarification des points de vue, la clarté, évidemment, dans une campagne électorale qui est, pour moi, essentielle. Vous avez parlé, monsieur le député, d'un besoin de confiance retrouvée dans notre pays. Eh bien moi, cette confiance retrouvée dans notre pays, je l'ai ressentie pendant cette campagne législative et je l'ai ressentie pendant cette campagne présidentielle. Parce que sur notre territoire, notamment dans cette 10e circonscription des Yvelines, on a évidemment des atouts qu'on pourra détailler. Le premier sujet est notamment celui de la ruralité, et je le lirai d'ailleurs avec la question de l'attractivité, car pour moi c'est un enjeu d'attractivité et un outil d'attractivité pour notre territoire. Mais je ressens moi un optimisme. Et j'aimerais que cet optimisme, évidemment, se poursuive, raison pour laquelle il me semble important que le président de la République, nouvellement élu, ait la capacité à agir, la capacité à gouverner et la capacité donc à obtenir demain une majorité parlementaire. Moi, je ne fais pas une campagne contre qui que ce soit, je fais une campagne pour. Je fais d'abord une campagne, et je l'assume, pour le président de la République. Je l'ai rejoint à l'issue de la primaire de la droite et du centre. J'avais soutenu, peut-être certains d'entre vous également, Alain Juppé, pour lequel j'ai la plus profonde amitié et le plus profond des respects. Je suis très heureuse et très honorée qu'il ait fait le choix de me soutenir dans cette campagne législative et qu'il ait fait en quelque sorte une exception pour notre circonscription, puisque partout ailleurs, par loyauté à la famille politique qu'il a créée, il a décidé de soutenir d'autres candidats. Et puis c'est vrai que moi, j'ai considéré que la famille à laquelle j'avais appartenu pendant 14 années, puisque je me suis engagée quand j'avais 16 ans. J'ai d'ailleurs commencé avec des réunions ici à cet hippodrome et Jean-Claude me rappelait tout à l'heure qu'à l'époque je n'avais pas le permis, donc c'était mon père qui m'emmenait ici. C'est aussi des très bons souvenirs dans cette famille politique que j'aime et j'ai considéré que cette famille elle s'était rétrécie, elle s'était recroquevillée et en tout cas moi, elle ne me correspondait plus. Et c'est arrivé à un moment où il y avait une opportunité formidable incarnée par un homme neuf, un homme nouveau et une nouvelle proposition politique que moi je trouve extrêmement positive, optimiste et qui était celle d'Emmanuel Macron. Donc je me présente face à vous avec cette énergie, cet enthousiasme, cette détermination
à me battre pour cette majorité parlementaire, pour le projet du président de la République, à me battre pour ce territoire, pour qu'enfin la ruralité ne soit plus l'oubliée des politiques publiques, comme elle l'est trop souvent, y compris d'ailleurs dans ce département, qui concentre beaucoup de ses moyens sur le nord du département au détriment du sud. Et puis je fais campagne aussi sur le renouvellement. Le renouvellement, c'est pas le jeunisme. Le renouvellement, c'est tout simplement faire confiance à des hommes et des femmes qui ont des compétences peut-être différentes, nouvelles. Et je suis très heureuse d'avoir été accompagnée dans cette campagne législative par des hommes et des femmes qui, pour la première fois, ont fait le choix de l'engagement politique. Et je vous remercie. Je vous remercie d'avoir compris que quand je sortais de mon trou, c'est que... Voilà. Et je remercie Stéphane de ne pas oublier de me faire signe pour savoir le terme voulu. Pour mémoire, M. Robert, quand il est là, il n'est pas maire, il est président d'ADT. Hein. Vous avez bien compris que dans le préalable, c'était pas exactement la même chose. Monsieur Poisson, le premier sujet, c'est la ruralité. Si vous voulez bien... on revient, d'accord. Ruralité, 2 minutes. Après quoi, madame prendra les 2 minutes et pendant 2 minutes, vous discuterez. Merci. Nous avons avec mon collègue Philippe Vigier, le président du groupe UDI de l'Assemblée nationale, préparé une proposition de loi qui sera déposée, si tout va bien, le lendemain de l'installation de l'Assemblée nationale. Le lendemain parce que le jour même il ne peut rien se passer. Et dès le lendemain de l'installation, nous déposons cette proposition de loi qui vise à créer le pendant de l'Agence nationale de la rénovation urbaine, c'est-à-dire cette agence qui, depuis maintenant une douzaine d'années, verse des crédits pour les zones urbaines très sensibles qui ont besoin de soutenus en termes d'emploi, d'équipement, de rénovation d'urbanisme, à hauteur de nombreux milliards par an. Et lorsque nous regardons la manière dont la ruralité est traitée, il n'y a guère d'équivalent de cette agence urbaine pour nos campagnes. Donc le principe est simple. Nous souhaitons que l'État s'engage, de sorte que, à chaque fois qu'un euro est mis dans la rénovation des villes, on mette de manière équivalente 1 euro pour la rénovation, le soutien et le développement de nos campagnes. J'entends beaucoup de choses sur la fibre optique, les maisons médicales, le développement de la santé. Personne n'est contre la fibre optique, personne n'est contre les maisons médicales, personne n'est contre l'accès à la santé dans les zones rurales, bien entendu. Le tout, c'est de savoir qui doit s'en occuper. Et quand je vois l'érosion des budgets des collectivités locales, la difficulté que les élus ont à se faire comprendre en parlant à l'État quand ils évoquent ce genre de besoin, la complexité du sujet de la fibre optique dans notre département, à cause des mécanismes départementaux qui ont été montés, cher Georges Bénizet, que tu connais bien, eh bien je me dis que si l'État ne prend pas cette responsabilité, alors beaucoup de choses seront effectivement encore lettres mortes ou mots morts pour être plus précis. Donc moi, au-delà de tout ce qu'on peut souhaiter pour nos campagnes, en termes d'équipement, de développement, d'aménagement, je veux que l'État s'engage concrètement et précisément pour tout cela. Si l'État ne s'engage pas, encore une fois, et avec les politiques fiscales qui se préparent et l'érosion nouvelle des ressources des communes et des collectivités, eh bien malheureusement, je crois qu'on n'aura pas les moyens de répondre aux besoins de notre ruralité. Voilà ce que je souhaite dire pour l'instant, on complétera dans l'échange. Je vous disais en introduction dans mon propos, pour moi, ruralité et attractivité étaient liées, et en effet, j'y crois beaucoup. Je pense que l'on vient dans cette circonscription par choix d'un cadre de vie, par choix d'une qualité de vie, et malheureusement, on a l'impression que les atouts que l'on pensait avoir initialement se retournent un peu contre nous. L'atout, normalement, de la ruralité et sa qualité de vie, et puis l'atout, il bénéficie d'une proximité avec des pôles d'excellence universitaires, scientifiques, économiques extrêmement puissants. Et ça se retourne contre nous tout simplement parce qu'on cumule finalement d'être les oubliés des politiques publiques parce que ruraux et parce que la grande banlieue. Et je pense que c'est ça la grande difficulté que nous avons aujourd'hui, c'est de se sentir relégué et de se sentir déclassé là où justement on venait avec l'ambition de ces qualités de vie. J'ai fait une proposition qui est évidemment que je mettrai en place si vous me faites confiance, qui est notamment la révision de la loi SRU, parce que je pense que vous en pâtissez pour beaucoup d'entre vous dans un certain nombre de vos communes. Vous avez des contraintes en matière d'urbanisme, en matière de logement, qui sont parfois assez ubuesques dans un certain nombre de nos communes et qui ne prennent pas en compte les spécificités de nos territoires,
quant à la disponibilité du foncier, par exemple, et quant aux spécificités et diversités que nous pouvons avoir. J'entends par là qu'on nous demande de construire, c'est bien, en effet, on est sous tension en Ile-de-France et dans notre département, on a besoin de loger, et j'ai pas envie qu'on devienne juste une réserve de foncier dans le sud des Yvelines, là où malheureusement les services publics, eux, ne suivent pas. Évidemment, la fibre optique, dans le projet du président de la République, c'est très clair. Si les différents opérateurs ne prennent pas leurs responsabilités dans les 18 mois, c'est l'État qui prendra les siennes et qui permettra la mise en place de la fibre optique. Et d'ailleurs, je vois que certains maires l'ont mis en place, puisque par exemple le 26 juin prochain, je sais qu'à Pontévra, eh bien, la fibre optique sera mise en place parce que le maire de Pontévra a fait le choix de cette installation, même si malheureusement c'est imputé au coût de sa collectivité. J'en conclus là, je pense vraiment qu'on a un vrai enjeu pour ne pas être juste une réserve de foncier et avancer sur la qualité des services publics de proximité, écoles, fibre optique, soins notamment. C'est bien, ça fait entamer 10 secondes sur vos 2 minutes. N'hésitez pas. Réaction de l'un à l'autre, s'il vous plaît. Oui, on connaît bien cette affaire de la loi SRU. D'ailleurs, le maire de Saint-Léger qui est ici se bat tous les ans pour que, à 3 habitants près, il ne dépasse pas le seuil de 1500 habitants qu'il soumettrait à cette obligation. Nous savons comment régler cette question. On en a parlé je ne sais pas combien de fois pendant nos assemblées délibérantes, nos communes et notre communauté d'agglomération. Vous connaissez la règle. Si jamais nous arrivons à, s'il faut modifier la loi, un article de la loi, et ça pourrait suffire, faire en sorte que ce ne soit plus 25% du nombre de logements dans l'ensemble de la commune, mais que dans les nouveaux programmes, on inclut 25% de logements sociaux. Ce serait équitable, c'est supportable par les communes, et ça permettrait effectivement de répondre à ce besoin de construction de logements de manière pertinente. Je vous en prie. Juste répondre par rapport à ça, je pense que l'enjeu, c'est pas juste la question des 25% de logements sociaux. Je pense que l'enjeu, c'est de faire en sorte, je prends l'exemple de Gonel, parce qu'on y était encore cette semaine, 2000 habitants et donc un objectif de construction de 180 logements qui a été assigné au maire. Il souhaite construire. Ça fait 3 ans qu'il a présenté un projet à sa population. Sauf qu'en fait, il n'y a pas un opérateur qui a envie de venir, tout simplement parce qu'il sait qu'il ne pourra pas commercialiser les logements ou qu'il n'arrivera pas à trouver des locataires qui auront envie de venir. Pourquoi? Parce qu'on n'a plus les services publics nécessaires à mettre en place. Parce que malgré le collège qui est implanté à Gonel, malgré un certain nombre de services qu'il essaye de maintenir, malheureusement, on fait face à une désertification médicale. Pourquoi? Parce qu'on a continué à faire une guerre de clochers entre le public et le privé notamment. Il suffit de se balader sur notre territoire pour voir que malheureusement, cette opposition-là, elle n'a pas bénéficié aux patients. Donc je pense que la révision de la loi SRU, c'est pas juste la question des 25% de logement social. La révision de la loi SRU, c'est prendre en compte les spécificités de notre territoire pour que les autres collectivités locales accompagnent les municipalités dans la mise en place des différents services publics de proximité. Oui. 10 secondes, je vais droit. Je vais en prendre un peu plus si vous voulez bien, parce que c'est un sujet important. C'est un mauvais exemple. Il y a une maison médicale à Gonel. Elle a été inaugurée, nous l'avons inaugurée ensemble il y a 1 an, ou 1 an et quelques. Le maire de Gonel veut construire, je le sais bien, mais il y a beaucoup de maires qui sont soumis à la loi SRU qui ne veulent pas. Et qui ne savent pas comment faire parce que soit ils construisent et ils acceptent de respecter la loi, de se soumettre à l'obligation de la loi SRU, mais s'ils construisent, ils sont en contradiction avec la loi sur l'eau, la loi sur la forêt, la loi sur l'environnement et un certain nombre d'autres choses comme celle-là. Cette contrainte est insupportable, c'est vrai. On manque de services publics dans la ruralité, mais on ne doit pas en mettre partout. Donc je pense que l'ambition, ça doit être effectivement celle-ci, d'assouplir ces différentes contraintes, parce qu'autrement ça ne tiendra pas. 3 remarques rapides. Qui dit ruralité dit agriculture, et je veux absolument que effectivement nos agriculteurs soient traités mieux qu'ils ne le soient. Quand je vois le démarrage du ministre de l'Agriculture, le manque du gouvernement cette fois-ci auprès de Bruxelles, je suis inquiet, je vous le dis comme je le pense. Deuxièmement, je me souviens d'avoir entendu M. Macron lors du débat sur sa loi il y a 2 ans prendre l'engagement qu'un an plus tard il n'y aurait plus de zone blanche en France. Nous sommes 2 ans et demi plus tard et nous sommes toujours dans le même état. Et enfin, quand vous disiez, madame, qu'on venait ici par choix de qualité de vie, il y a aussi des gens qui sont nés ici, depuis longtemps, qui sont depuis longtemps. Il y a des gens qui sont contraints d'habiter par ici, parce que ça se rapproche de leur travail. Il y a aussi des gens qui font le choix d'y vivre. C'est une des catégories, effectivement, de population que nous connaissons. Il y a certainement parmi vous des personnes qui sont dans ce cas. Mais il y a beaucoup de personnes qui, effectivement, sont ici parce qu'ils sont d'ici. Et puis, en termes de choix de qualité de vie pour s'y installer, c'est une bonne idée que vous pourriez prendre pour vous-même.
l'heure du débat, et sauf que madame va prendre les 15 secondes nécessaires en fonction de ce qui vient d'être dit à son intention personnelle, je termine simplement. Il faudra très vite se poser la question de savoir si on accepte de déborder sur des sujets qui sont tous essentiels. Il y a 8 sujets, alors de deux choses l'une, ou on déborde sur chacun d'eux et on a terminé à 10h ce soir, pourquoi pas, moi j'ai pas de problème particulier, ou bien alors on reste dans le timing fixé, à ce moment-là on les sort au fur et à mesure. Ça c'est le choix des candidats. Bon, d'accord. Allez, je vais juste répondre, je ne vais pas répondre sur mon cas personnel parce que, encore une fois, moi je ne fais pas une campagne contre, je fais une campagne pour, donc je préfère ne pas répondre à ce type de remarques qui ne me paraissent pas extrêmement utiles à la qualité du débat et à l'éclairage que l'on a sur les projets qu'on veut présenter. Je vais répondre par contre sur ce que vous avez dit sur le président de la République. Quand vous avez dit, il parlait de la suppression des zones blanches. Eh bien, en fait, il a pris une décision très simple, c'est que quand il a été dans l'incapacité de réformer, il a quitté le gouvernement, il a fondé un mouvement qui est devenu le premier mouvement politique dans notre pays et il est devenu président de la République. Alors moi, j'ai toute confiance en lui pour sa capacité à réformer demain. C'est la raison pour laquelle je le soutiens et c'est la raison pour laquelle j'ai envie d'être parlementaire dans sa majorité. Au risque de paraître encore plus casse-pied si c'est possible, deux choses. Les applaudissements, faites en sorte, quelle que soit la nature de la qualité des propos, de les gommer pour deux raisons. La première, c'est que techniquement, je viens de me dire, ça passe plus au niveau des enregistrements. Donc, soyez gentils de ne pas applaudir. Les applaudissements qui pèsent, mais pardonnez-moi, les applaudissements qui pèsent en termes d'équité. Tout à l'heure, j'ai parlé de débordement dans la salle. Il y a eu des débordements considérables. Et si donc nous traduisons ce débordement par des applaudissements pour l'un ou pour l'autre, nous perdons la notion d'équité. Donc soyez gentils, d'applaudissez. Attractivité, merci beaucoup. Je m'aperçois qu'il manque un autre sujet à aborder, donc pour donner nous, on n'est pas sur la fin. Attractivité, madame, si vous avez bien commencé, j'en ferai qu'à commencer tout à l'heure. C'est pas grave. Je vous l'avais dit, pour moi, le sujet de l'attractivité est lié justement à la ruralité. Et c'est la question aussi de la résorption dans notre circonscription et dans notre territoire des inégalités. Les inégalités étant, on a parlé de la fibre optique, on va peut-être pas y revenir, je pense que les propos ont été clairs, en tout cas sur nous, le projet que l'on défend, et sur la question notamment des transports, et sur la question, encore une fois, d'autres services publics. Sur la question des transports, on a un véritable enjeu, à mon avis, parce que c'est au cœur des inégalités au sein de notre territoire que d'avoir, par exemple, des raccordements qui sont insuffisants, que d'avoir des horaires de bus qui ne sont pas en liaison avec les horaires des trains. Je pense que ceux qui fréquentent, par exemple, la gare de Méré peuvent aisément le savoir, et pour y avoir vécu, j'en sais quelque chose également. Donc je pense que voilà, la question de l'attractivité sur notre territoire, elle est aussi liée à la question de la résorption des inégalités. Et pour moi, la première des inégalités, c'est déjà la capacité que l'on a à se déplacer, quel que soit notre âge, que l'on soit lycéen par exemple, ou que l'on cherche évidemment un travail. La question de l'attractivité de notre territoire, c'est aussi justement notre agriculture, et vous avez tout à fait raison d'en parler dans la ruralité. Mais moi, je préfère le mettre au-delà de la ruralité dans l'attractivité. Parce que je crois à la modernisation de notre agriculture. C'est la raison pour laquelle, dans le plan d'investissement que l'on prévoit, on prévoit 5 milliards d'euros pour permettre à notre agriculture de se moderniser, et c'est notre enjeu. C'est un enjeu évidemment, nous, d'être efficaces au sein des institutions européennes, notamment dans le cadre des renégociations qu'il pourrait y avoir autour de la PAC, dans le cadre par exemple aussi de la réouverture de la directive TVA sur la question notamment de la filière équine. J'étais hier au Haras des Bréviaires, ils en savent quelque chose, et en termes d'attractivité d'ailleurs, la création de ce pôle régional au Haras des Bréviaires sur la filière équine me paraît extrêmement puissante, intéressante, et je trouve dommage que l'on ait perdu trop de temps sur ce sujet pour sa mise en œuvre, et je m'arrête. Merci. Monsieur le député, si je veux bien. Oui. C'est une question qui est très vaste, alors il faudrait la relier avec des considérations qui portent sur le niveau de prélèvement obligatoire en France, sur le niveau de la fiscalité, la question de la place de la France en Europe, le problème de nos déficits publics. Enfin, il y a beaucoup de facteurs qui peuvent expliquer le déficit d'attractivité qui est le nôtre, et je ne parle pas que d'autres territoires. Moi, il me semble que, d'abord, si nous avons dans ce territoire, dans ce travail de nos élus depuis des décennies maintenant, et bien avant nous,
un taux de chômage qui est très inférieur à la moyenne nationale, c'est parce que nous avons maintenu une proportion d'emplois industriels très supérieure à la moyenne nationale. Il y a 11% d'emplois industriels en France, il y en a 16% dans les Yvelines, il y en a près de 20% dans la circonscription de la communauté d'agglomération où nous sommes, Monsieur le Président. Pas davantage que le Président, ça va, c'est pas d'accord. 20%, c'est ce qui explique donc, pour une très grande partie la bonne santé de notre territoire en termes économiques. Alors il reste bien sûr beaucoup trop de personnes qui manquent encore, environ 5,7 ou 8% au moment où nous parlons. Mais par ailleurs, je crois que le renforcement de l'industrie pour la France est un enjeu absolument prédominant et tout à fait essentiel pour nous. C'est ce qui explique aussi la politique que nous avons conduite à la communauté d'agglomération, voulant renforcer encore le secteur industriel par ici. Sur la question du transport, qui fait partie, pour notre circonscription, évidemment, des enjeux importants. Là aussi, cet enjeu est adressé, comme on dit, en cours de traitement, mais nous avons une difficulté, c'est que le syndicat des transports d'Île-de-France, Madame le conseiller régional, n'est pas très enclin à dépenser de l'argent en plus. La seule solution que nous avons comprise et mise en œuvre à Rambouillet Territoire, c'est le développement de transports alternatifs, expérimentaux, l'aide au déplacement qui est faite par des dispositifs de covoiturage ou d'autres choses comme ça, très concrètes. Et ça relève des pouvoirs exécutifs locaux. C'est pas le job du député. Le député vote la loi, quand il n'a pas d'exécutif en main, à part accompagner, soutenir ce qu'il faut faire. Et ce que font beaucoup de parlementaires, évidemment, c'est un peu différent en réalité du travail d'un député. 5 milliards d'euros, j'entends bien, à un moment ou à un autre, je ne sais pas dans quel thème, mais on y viendra. Il faudra nous expliquer comment on finance tout ça, parce que quand j'ai vu les dépenses qui sont prévues dans le projet du président de la République, il m'arrive d'être pris de vertige en termes de dépenses qui s'accumulent. Et en réalité, je reviens sur cette question de transport. Ça m'intéresserait que vous nous précisiez ce que nous échangeons l'autre jour sur le plateau de TV-Fil, sur les connexions entre Rambouillet et la ville nouvelle, parce que il me semble que sur le plateau, vous aviez dit qu'il n'y avait pas de connexion entre Rambouillet et Saint-Quentin-d'Yvelines. Ça m'intéresserait de comprendre un peu ce que vous aviez en tête, et j'ai cru comprendre que vous vouliez aussi faire venir le RRC jusqu'à Rambouillet. Ça fait 30 ans que les élus aussi s'y opposent. Je suis parfaitement prêt à vous dire pourquoi, mais j'aimerais comprendre ce que vous avez en tête sur ce sujet. Nous sommes passés à un créneau ou à un autre, nous sommes dans la phase discussion, il a 30 secondes d'avance. Allez-y, madame. Sur la question de l'attractivité, je regardais les différents thèmes, il n'y a pas la question de l'emploi. Donc évidemment, c'est dans ce thème-là que j'aimerais aborder ce point. C'est la raison pour laquelle nous, notamment, on préconise la suppression du RSI, qui est un calvaire pour l'ensemble de nos indépendants et le fait qu'ils puissent entrer dans le régime général. C'est la raison pour laquelle on préconise d'avoir un SMIC à zéro charge. C'est la raison pour laquelle on préconise la baisse des cotisations sociales, c'est-à-dire la suppression même en fait de la partie maladie et vieillesse pour les cotisations sociales, pour redonner du pouvoir d'achat immédiatement aux salariés et pouvoir avoir aussi l'attractivité de l'emploi qui est plus forte. Sur la fiscalité d'ailleurs, vous le savez, on prévoit une réforme de l'ISF que moi j'assume. Je pense qu'il ne faut laisser que la partie immobilière de manière à libérer le capital. Moi j'ai toujours été libérale et je pense que c'est un enjeu d'attractivité pour notre territoire et aussi de libérer le capital pour que nos entreprises puissent avoir des investisseurs, et évidemment une réforme aussi sur la question des plus-values. Donc voilà, c'est un ensemble à la fois pour les salariés, pour un gain de pouvoir d'achat, et évidemment pour soutenir nos entrepreneurs, quels qu'ils soient, quelle que soit leur taille. Et sur ce territoire, je sais qu'en tout cas, pour avoir rencontré beaucoup d'indépendants, la question du RSI et de sa suppression est plutôt quelque chose d'attendu et d'espéré, plutôt que de continuer à subir le RSI. Oui, j'espère qu'on viendra sur cette question du RSI, parce qu'effectivement elle est centrale. Peut-être que dans les questions qui sont posées par la salle tout à l'heure, on aura l'occasion d'y revenir. Il faut faire très attention avec la suppression du RSI, c'est à manier avec beaucoup de précautions. En tout cas, même si beaucoup d'indépendants ne sont pas contents de ce service, j'ai cotisé moi-même dans ma vie 2 ans au RSI, je peux vous en parler. Ils sont inquiets parce que l'inclusion des artisans, des indépendants et des commerçants dans le régime général ne leur va pas du tout non plus. Et il y a là une très grosse difficulté qu'il va falloir régler. J'espère qu'on pourra y venir tout à l'heure. De même que sur la question de la CSG. Parce qu'effectivement, faire payer par les retraités, les fonctionnaires, les demandeurs d'emploi, ceux qui sont dans l'arrêt de travail, tous ceux qui, les petits épargnants, toute cette baisse de cotisation sociale, très franchement,
ça montre une chose, une forme de manque d'ambition pour engager la seule réforme qui vaille, c'est-à-dire un plan de diminution important des dépenses de l'État pour faire en sorte qu'on finance les baisses des cotisations sociales par ce biais. Cette idée d'écriture comptable, au fond, qui consiste à dire on déplace les recettes d'un endroit à un autre, c'est-à-dire qu'on fait payer par l'impôt les allégements de recettes et les dépenses nouvelles, ça ne peut pas durer. C'était 5 ans François Hollande à ce régime. Si c'est pour avoir 5 ans supplémentaires du même régime, pardon, moi je ne marche pas. Donc je veux que le pouvoir d'achat des familles soit préservé et qu'on ne fasse pas payer, encore une fois, tous ceux qui ne paient pas de cotisations sociales, c'est-à-dire tous sauf les travailleurs salariés, une diminution ou une augmentation de pouvoir d'achat d'ailleurs assez aléatoire et très minime pour les salariés du secteur privé. Vous parliez tout à l'heure de sérieux budgétaire, vous avez raison. Mais encore faut-il en effet que quand on a des propositions pour justement alléger les charges, alléger les cotisations sociales, eh bien on les finance. Et nous c'est ce qu'on fait. Alors je ne sais pas si vous défendez le projet qui est issu de François Fillon, je sais que vous aviez des réserves, même si vous l'avez défendu un temps. Je ne sais pas si vous défendez le projet aujourd'hui qui est issu des Républicains, ou si vous défendez le projet du Parti chrétien-démocrate, il y a des projets qui sont différents et on pourra y revenir. Toujours est-il qu'en tout cas dans le projet des Républicains dont vous avez l'investiture, il y a par exemple un côté un peu, je trouve, en rase gratis avec tout d'un coup une promesse de réduction de 10% de l'impôt sur le revenu qui est apparue opportunément entre la présidentielle et les législatives sans qu'on le revoie la manière avec laquelle on finance. Alors moi je pense qu'en effet, il faut une trajectoire budgétaire, il faut un sérieux budgétaire et il faut dire aux gens comment on financera les baisses de cotisations sociales qui permettront un gain de pouvoir d'achat pour les salariés et qui permettront de redonner de l'oxygène et de l'air à nos entreprises. Sur le RSI, une phrase, oui, moi je considère que c'est non seulement un casse-tête, et vous l'avez vécu, vous le suivez vous-même, donc je pense que vous le savez bien, mais c'est aussi un manque de protection. On veut aligner, leur permettre en tout cas aux indépendants d'entrer dans le régime général sur le même niveau de cotisation que celle qu'ils ont aujourd'hui au sein du RSI pour qu'évidemment ils n'aient pas à subir une hausse. Oui, la seule difficulté, c'est que les indépendants, artisans et commerçants ont déjà le même niveau de protection sociale en termes de prestations que les salariés du régime général, premièrement, et deuxièmement, que cette inclusion dans le régime leur ferait payer des taux de cotisation supérieurs. C'est ce que je viens de dire, c'est qu'on les entre au même niveau de cotisation que le RSI. Oui, c'est-à-dire que les artisans vont payer plus cher puisque le régime général est plus cher. Non, c'est ce que je viens de dire. Ils entrent dans le régime général sur la base des cotisations qu'ils payent aujourd'hui en étant assujettis au RSI. Et donc ils auront des prestations supplémentaires en payant avec le même taux de cotisation. C'est exactement ce que l'on prévoit, parce qu'on prévoit justement de ne pas protéger des statuts, mais que chacun puisse justement bénéficier du même niveau de protection et du même niveau, j'allais dire, de prestation, y compris dans l'accès qu'on a des interlocuteurs. Il faut une sérieux budgétaire, vous parlez de la CSG, moi j'assume. J'assume de dire qu'en effet, il faut une trajectoire budgétaire et qu'il faut dire qu'à un moment, on ne peut pas juste raser gratis et qu'avec le niveau de dette qu'on a dans notre pays, qu'avec le niveau de déficit qu'on a dans notre pays, on ne peut pas juste promettre des baisses qu'on ne financera pas. Et la baisse de 10% de l'impôt sur le revenu qui est promise aujourd'hui par les Républicains, elle n'est pas financée dans le projet et elle a été quand même très opportunément placée 3 semaines avant les élections législatives. Elle n'était pas dans le projet présidentiel de François Fillon. Donc on peut quand même s'interroger sur le choix qui est fait. Nous, on défend le même projet. Il n'a pas changé entre le premier et le second tour de la présidentielle. Il n'a pas changé entre le second tour de la présidentielle et les législatives. Et c'est à mon avis cette cohérence aussi que les Français remarquent, la constance, la détermination du président de la République et le fait qu'il a une cohérence, une trajectoire et qu'il va la suivre et qu'il a eu cette détermination. Sinon, encore une fois, il n'aurait pas démissionné, il n'aurait pas créé son mouvement politique et il n'aurait pas été élu président de la République. Oui, il faut pas. S'il vous plaît. Je vais laisser assez largement déborder pour une raison simple, c'est que la notion de débat, question-réponse directe, moi ça me va bien, ça. On est là pour voir ça. Mais c'est-à-dire que plus vous faites ça, et plus on démarre, et moins ils auront de questions. Donc ils risquent d'être un peu frustrés là. Non, pas directement, moi, je ne sais pas quelle est ça, comme elle est constituée. Bien, on passe au sujet d'après, s'il vous plaît. La famille, à vous madame. C'est vous qui avez le droit sur le téléphone ? Pardonnez-moi. Monsieur le député, si tu veux bien. Ça tombe bien parce que ça va permettre de répondre quand même dans la transition. On sait comment, je répète, on sait très bien comment diminuer le train de vie de l'État. C'est une ambition politique extrêmement grande. Ça consiste à se demander à quoi doit servir l'État dans le XXIe siècle. Et pourquoi
On doit modifier l'ensemble de ses missions, l'intégralité de ses moyens, ou une partie de ses moyens, en étant capable de se dire au fond, en modernisant beaucoup des aspects de son fonctionnement, en acceptant effectivement de modifier un certain nombre des statuts des personnes qui travaillent, en réduisant un certain nombre de ses moyens, parce qu'on voit bien que tous les efforts de productivité n'ont pas été faits partout, eh bien on peut parfaitement dégager un certain nombre de marges de manœuvre dans toutes les fonctions publiques, sans exception, sans nuire à la qualité du service. Et ça, évidemment, ça se planifie, ça se prépare, ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça nécessite une ambition politique, de la pérennité et une volonté constante. Et on sait très bien avec ça, évidemment, financer les baisses d'impôts sur le revenu qui sont prévues. Moi, je ne crois pas beaucoup, simplement la détermination que je reconnais et au talent que je reconnais du président de la République. Je pense aussi qu'il a quitté le gouvernement opportunément, et pas simplement parce qu'il n'arrivait pas à faire ce qu'il voulait y faire, et qu'il a profité de l'occasion, et d'ailleurs c'est bien joué, mais n'en rajoutons pas trop sur ce registre. Sur la question familiale, deux choses simplement. Premièrement, je souhaite absolument revenir sur la politique familiale et les mesures familiales qu'a prises François Hollande avec sa majorité sur le quotient familial et sur les allocations familiales. Je pense que c'est indispensable de les rétablir. Et deuxièmement, j'attacherai une attention particulière à ce que les familles soient particulièrement aidées dans leur rôle éducatif. Parce que je pense que c'est une des raisons qui explique une partie des fractures que nous connaissons dans notre corps social. En particulier, un rapport différent entre les familles et l'école. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans cet univers qui échappent aux familles, et je trouve que c'est dommageable pour l'ensemble de la cohésion sociale. Donc l'aide aux parents, et puis, cette question liée aux moyens dont disposent les familles. Il n'y a pas de cohésion sociale sans des familles qui sont libres de leurs décisions. Le quinquennat de François Hollande a raboté la liberté des familles, il est indispensable de la rétablir, et je ne vois pas de disposition dans ce sens dans le programme et le projet du président de la République. Poser la question à quoi doit servir l'État dans le XXIe siècle. Je vous dirais que moi, étant libéral, je sais que vous étiez décrit comme anti-libéral lors de la primaire. En effet, moi je considère qu'il faut revoir le rôle de l'État, et que le rôle de l'État, ça doit être surtout de ne pas entraver. De ne pas entraver la liberté individuelle, quelle qu'elle soit. Je m'éloigne un peu du sujet, mais j'en profite pour quand même répondre et qu'il y ait un échange. De ne pas entraver l'entreprise, de ne pas entraver l'école. Et je pense que le ministre de l'Éducation nationale que nous avons, qui était l'ancien directeur de l'ESSEC notamment, a une ambition pour l'école qui me paraît extrêmement positive et souhaitable, justement en lui donnant plus d'autonomie. Et donc je pense que cet aspect de liberté que nous pouvons retrouver, il est évidemment lié à ce que vous disiez, et étant en effet libéral, je m'y retrouve pleinement. Sur la question de la famille, vous avez dit les familles, je suis d'accord avec vous, il y a des familles. Et moi, j'ai toujours été de celles qui défendaient la pluralité de nos familles, quelles qu'elles soient, quel que soit leur choix de vie. Et je pense que le rôle, en effet, là, de l'État, c'est de protéger les plus fragiles. Les plus fragiles, ce sont évidemment les enfants qui n'ont pas à pâtir, à subir des choix de vie de leurs parents, et ils doivent tous être respectés au même niveau. C'est la raison pour laquelle aussi, étant féministe, je m'oppose de manière viscérale à la question de la GPA, parce que je considère que le ventre des femmes n'est pas à vendre, n'est pas à louer, et évidemment je continuerai à m'y opposer avec fermeté. De la même manière que je suis pour la pleine maîtrise des femmes, de leur corps, de leurs décisions dans leur vie, eh bien je refuse que des femmes puissent demain être sujettes à ce genre de pratiques, parce que la vérité, on le sait bien, c'est qu'il y aura une emprise qui sera faite sur elles, sur les plus fragiles, notamment les plus fragiles économiquement. Enfin, sur la question du quotient familial, je suis d'accord. Je considère qu'en effet, le plafonnement qui a été réalisé du quotient familial a été une mauvaise idée, parce que ça donnait l'impression qu'on voulait matraquer les familles, qu'on voulait fragiliser les familles, et moi, à titre personnel, je suis pour qu'on revienne sur cette décision sur la question du quotient familial, parce que ça ne me paraissait pas aller dans le bon sens, et je proposerais que l'on puisse revenir sur le plafonnement du quotient familial. Débat ouvert. Oui, sur la question des mères porteuses, c'est un sujet évidemment essentiel. Moi, je ne comprends pas comment on peut dire d'un côté, comme vous le faites et comme le fait le président de la République, je suis contre la GPA, et en même temps continuer à considérer que les enfants nés par GPA à l'étranger doivent absolument bénéficier de la nationalité française. Ça veut dire qu'on refuse les principes, mais qu'on fait tout pour que malgré tout, cette pratique puisse subsister en dehors de nos frontières, et qu'il n'y ait pas de différence au fond. Il n'y a pas de différence au fond entre une acceptation de principe et une acceptation pratique.
En réalité, quand on veut maintenir la circulaire de 2014 qui reconnaît que la GPA est un moyen légitime aux yeux du droit français d'avoir un enfant, j'allais dire d'obtenir un enfant, c'est pas ce que ça, eh bien ça veut dire qu'on est pour. Mais on ne peut pas être à la fois pour et contre. Soit on est contre, et alors à ce moment-là on met fin à cette circulaire, soit on est pour et on laisse filer. Le président de la République et vous êtes pour, c'est votre droit. Non, tout simplement, je suis pour protéger les enfants. Et les enfants n'ont pas à pâtir des situations, des choix qui ont été faits par leurs parents. Je condamne ce choix. Je ne l'approuve pas. Je considère que le ventre des femmes n'est pas à louer, n'est pas à vendre. Et à partir du moment où ces enfants existent, pour moi, je considère, dans la République française, que c'est l'honneur de la République française que de faire en sorte qu'ils ne pâtissent pas des choix, aussi condamnables puissent-ils être, de leurs parents. Parce qu'en République, dans la société, qui sont les plus fragiles si ce n'est les enfants? Et moi, je ne peux pas créer des situations différentes, des niveaux de protection différentes, en fonction des choix qui ont été réalisés par des parents, là où les enfants, évidemment, n'ont pas eu leur mot à dire. Donc oui, je l'assume. Je l'assume. Peut-être que vous y voyez une contradiction. Moi, j'y vois une forme d'humanité qui est de refuser que ces enfants soient dans un vide juridique, qui est de refuser tout simplement que ces enfants n'aient pas le même niveau de protection que n'importe quel enfant dans notre pays. Il n'y a aucun vide juridique. Un enfant qui naît à l'étranger de GPA, il a la nationalité du pays dans lequel il est né. Et à ce que je sache, il n'y a pas de différence essentielle de traitement, particulièrement en France, vous le savez bien, entre les enfants étrangers et les enfants français. Il n'y a donc pas de vide juridique du tout, il n'y en a aucun. Et à partir de là, c'est pas un problème d'humanité. Il n'y a que des humanités à France, il n'y a que des humanistes dans cette salle. Tout le monde est d'accord pour protéger les enfants. Si quelqu'un est contre, il lève le doigt, et puis on le verra tout de suite. Ça, c'est pas sérieux. Le problème, c'est simple. Est-ce qu'on tord le droit? Est-ce qu'on abîme des principes aussi essentiels que l'indisponibilité du corps humain, qui est un principe presque constitutionnel, c'est l'article 16 du Code civil, pour faire en sorte que des personnes qui font des choix éminemment contestables puissent retrouver d'une certaine manière presque un confort ou des choses qui seraient, banalisantes d'une certaine manière pour les choix qu'ils font. Ça, je ne peux pas l'accepter. Et cette manie que nous avons, je ne sais pas quel sujet, et ça n'a pas commencé avec François Hollande ni avec Emmanuel Macron. Cette manie que nous avons considéré que c'est pas grave si on tord le droit, du moment qu'on donne droit à des libertés individuelles. Ça, c'est un principe que je n'accepte pas. Et on le verra d'ailleurs aussi si on aborde tout à l'heure la question des réformes du Code du travail ou d'autres choses, que nous prenons exactement la même trajectoire sur des sujets d'une autre nature. Vous avez le droit de transformer. Non, mais je peux juste redire ce que j'ai déjà dit. En effet, on a une position sur ce sujet et sur bien d'autres. Vous ne seriez pas dans cette salle d'ailleurs si vous n'aviez pas compris qu'il y avait un débat entre nous. Et c'est aussi peut-être pour ça que vous êtes en effet venus nombreux nous écouter ce soir. C'est aussi pour voir les différences que nous avons. Et voilà, moi c'en est une fondamentale. C'est que jamais je ne ferai de différence entre les enfants, parce que je considère en effet qu'ils n'ont pas à pâtir des choix qui ont été faits par leurs parents, aussi condamnables, ou aussi regrettables puissent-ils être. Je pense qu'on doit tous être égaux en République, et c'est même un principe qui est, lui, à valeur constitutionnelle. Merci. Chapitre d'après, Europe internationale. Allez. Alors, en 2 minutes sur ce sujet, ça va être compliqué. La question européenne, elle est pour moi essentielle, elle est même une des raisons majeures pour lesquelles je me suis engagée auprès d'Emmanuel Macron dans cette campagne présidentielle. J'ai eu une immense fierté à voir enfin quelqu'un qui affirmait son attachement à l'Union européenne, à l'idée européenne, là où très honnêtement tout le monde lui déconseillait de le faire, considérant qu'il prenait un risque, évidemment, à dire aux Français qu'il était attaché à l'idée des pères fondateurs et à l'idée même de l'Union européenne. Moi, j'y crois vraiment. Et je condamne surtout un certain nombre d'élus, et qu'ils soient d'ailleurs, en tout cas quel que soit leur bord politique, qui se sont souvent défaussés des décisions qu'ils ont eux-mêmes prises en étant à Bruxelles, puisque évidemment nous siégeons à plusieurs titres, nous siégeons au Conseil européen, nous siégeons évidemment au Parlement européen, et puis on avait quand même l'impression que des ministres qui avaient pris des décisions à Bruxelles s'en défaussaient quand ils revenaient à Paris, et je ne pense pas que ça a aidé à renforcer notre sentiment et notre attachement à l'Union européenne. Pour moi, l'Union européenne, elle doit être réformée pour mieux nous protéger, mais cet attachement que nous avons, il est essentiel. Moi, je considère que notre alliance naturelle, politique, elle est au sein de l'Union européenne, bien plus qu'elle n'est à chercher par exemple du côté de la Russie et du côté de Vladimir Poutine. C'est aussi une différence que nous avons.
Sur les questions internationales, alors il devrait rester à peu près 15 secondes, et sur les questions internationales, on a une différence là qui est vraiment forte, et je serais heureuse de vous entendre sur le sujet. Je ne comprends pas qu'en tant que parlementaire français, en tant que représentant de la nation, parce qu'on est représentant de la nation quand on est député, vous ayez fait le choix d'aller voir Bachar el-Assad, de lui avoir serré la main. Moi, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Je ne comprends pas que vous ayez pu aller voir quelqu'un qui, j'en estime aujourd'hui, qu'il a à peu près 300 000 morts sur la conscience. Je vais évidemment répondre sur ce point à la fin de mon intervention. Je pense que de la même manière que tout à l'heure, il n'y a personne dans cette salle qui soit opposé à l'Europe. Autant être contre le beau temps. On perdrait son temps. C'est une forme d'évidence de civilisation, de géographie et de culture. Toute la question, c'est de savoir de quelle Europe on parle et quelle place la France doit occuper dans ce continent-là. Je me souviens de la promesse des pères fondateurs. Partager les richesses pour assurer la paix. La communauté économique du charbon et de l'acier, ça consiste à faire en sorte que les ressources européennes soient réparties là où on en a besoin, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de disparité entre les pays et donc pas de cause d'affrontement. L'Europe n'est plus capable, et n'a pas été capable, de maintenir la paix, même pas sur son propre continent. Premièrement. Et deuxièmement, évidemment que le partage des richesses est très éloigné du fonctionnement actuel des institutions européennes et de son projet. L'Europe a abandonné son projet de civilisation et son projet politique au profit d'un projet purement technocratique. Ça ne peut plus fonctionner comme cela. Et j'ajoute deux éléments. Le premier élément, c'est que je suis, moi, très interrogatif quand j'entends le président de la République revenir de Berlin en expliquant que nous allons vers un ministre des Finances uniques et d'une gouvernance unique pour la zone euro. Je ne vais pas retourner au Parlement pour demander l'autorisation à Berlin, à Bruxelles ou à Francfort de voter le budget de la France. Je vous le dis tout de suite. Je n'ai pas voté le traité budgétaire de septembre 2012. Je suis fier de ne pas l'avoir fait. Je n'avais pas non plus ratifié le traité de Lisbonne. Pas parce que j'aime pas l'Europe. Parce que cette Europe-là, qui est ouverte aux 4 vents, qui ne protège plus ses peuples, qui ne protège plus sa culture, qui ne protège plus les emplois, qui ne sait pas comment on traite cette question de la migration qui est si difficile à traiter, qui n'assure plus la sécurité de ses frontières, ni extérieures ni intérieures. Cette Europe-là doit changer en profondeur. Ça veut dire une renégociation massive des traités. Ça veut dire une volonté forte exprimée par la France d'indépendance. Pas le respect, la soumission à la tutelle de Berlin, d'indépendance. Et je ne vois pas non plus cette orientation, ni dans les textes, ni dans les déclarations, ni dans les actes du président de la République. Et je dis que, bien entendu, la Russie est un de nos alliés. On l'a tellement humilié pendant 5 ans qu'on en vient à avoir à l'égard de ce grand pays une position qui devient insupportable. Moi, je ne suis pas plus poutiniste que je ne sais pas quoi. C'est pas le sujet. La Russie est un allié, c'est pas un ennemi. Et de manière, les Américains sont des alliés, pas des ennemis, c'est un problème d'équilibre. Le général de Gaulle, lui, et c'est ça la ligne diplomatique que je choisirais, lui était respecté au point que, avant même que le Kremlin prenne position dans une affaire internationale, il attendait de savoir ce que dirait Paris. Ça, c'est la position de la France que j'avais, à équidistance des deux. Quant à Assad, c'est très simple. Ceux qui s'indignent du fait que je suis d'ailleurs pas le seul parlementaire à l'avoir fait, et en plus je suis un dangereux récidiviste car j'y suis allé 2 fois. Une fois avant l'intervention des Russes sur le territoire syrien, une deuxième fois après. Ceux qui s'indignent du fait que j'ai rencontré Assad feraient bien aussi de s'indigner quand le chef d'État français reçoit le roi saoudien, le président chinois et un certain nombre de dirigeants qui ont bien plus de sang sur les mains que beaucoup de dirigeants de la Terre, Assad compris. Deuxièmement, il y a tellement de manipulations sur cette affaire syrienne que j'ai voulu, moi, me déplacer pour me rendre compte sur place. Sur place. Et effectivement, j'ai parlé avec le président syrien. À sa demande d'ailleurs, puisque ce sont les services syriens qui m'ont demandé s'il accepterait de me rencontrer la première fois que j'y suis allé, j'ai accepté. Et je n'ai pas aucune complaisance à l'égard de Bachar al-Assad. J'ai même souvent dit, si jamais cet homme doit être traduit dans les tribunaux internationaux et condamné, qu'il le soit. Et ce sera justice. Mais par ailleurs, il est aujourd'hui, au moment où nous parlons, même si ça ne plaît pas, le seul rempart qui protège les minorités contre les sunnites qui sont complètement fous. Il est le seul qui empêchera les frères musulmans de s'installer à Damas. Et ça, c'est dangereux, pour nous, y compris pour l'Occident. J'ai rencontré l'opposition modérée syrienne. Je sais bien qui ils sont. Je les connais parce que je ne parle pas à la légère, en général, et certainement pas sur ces sujets-là. Je vous le dis,
Il n'y a pas pour l'instant d'autres possibilités. D'ailleurs, j'observe que le président Macron lui-même ne considère plus le départ de Bachar al-Assad comme un préalable pour la suite. C'est-à-dire petit à petit, on se fait à cette idée que si c'est pas Assad, ce sera une catastrophe encore pire. Alors c'est vrai. Un journaliste m'a demandé quand je suis revenu, mais comment pouvez-vous choisir entre la peste et le choléra? Il dit écoutez, moi c'est simple, hein. Je suis en charge des intérêts français. Entre la peste qui s'exporte, c'est-à-dire celle de Daesh et les frères musulmans, et le choléra qui ne s'exporte pas, je choisis le choléra qui ne s'exporte pas. Merci. Une grosse minute pour vous, madame. Sur la question européenne, je pense qu'il n'y a aucune question de soumission à avoir. Bien au contraire, il y a une question de voix de la France à porter au sein de l'Union européenne. Il ne vous aura pas échappé, je pense, dans cette salle, que la voix de la France n'est pas la même depuis l'élection du président de la République qu'elle ne l'a été ces 5 dernières années. Tout simplement. Et je pense que ça, c'est un motif vraiment de fierté. Et je pense que pour certains d'entre vous qui peut-être ont des amis, des connaissances, des enfants qui sont à l'étranger, vous l'avez peut-être ressenti, des entreprises qui sont à l'étranger, vous l'avez peut-être ressenti. Et je pense que c'est un levier surtout de rapport de force et de puissance. Et que la puissance retrouvée que nous pouvons avoir grâce à la voix du président de la République me paraît essentielle. Moi je crois au moteur franco-allemand et je crois à la capacité que nous avons à avoir un partenariat fort. Je crois en effet qu'on a fait une intégration européenne, un renforcement d'un certain nombre d'institutions européennes, un approfondissement, avant malheureusement d'avoir étudié ensemble quels étaient les bons leviers pour y parvenir. Parce que, en effet, créer une zone euro sans avoir une politique économique, une politique monétaire réellement assumée, eh bien je pense que peut-être qu'on a fait une erreur en termes d'organisation du temps, on va dire. Et je pense aussi, clairement, que les Français, ils l'ont d'ailleurs montré dans le cadre du second tour de l'élection présidentielle, avec force, et avec encore plus de force dans cette circonscription, et c'est à son honneur, en battant sèchement Marine Le Pen, ils sont attachés à l'idée européenne, et ils sont attachés à la question de la zone euro. Sur la question de la Russie, c'est un allié, oui, mais pas Vladimir Poutine. C'est des choses qui sont très différentes. On a le droit d'avoir des pays avec lesquels on estime qu'il est nécessaire, utile, intelligent de collaborer parce qu'on a des relations diplomatiques qui sont extrêmement anciennes et puissantes avec eux. Mais la question c'est de savoir qui dirige ces États, la question c'est de savoir s'ils sont fréquentables, la question c'est de savoir si on veut se soumettre ou non à eux, et moi je n'ai pas envie de me soumettre. Quand on compare que représenterait Bachar el-Assad dans la lutte contre le terrorisme, on y reviendra puisque c'est un sujet du débat, moi je me lève en faux contre cet argument. Si les sources sont Sputnik et Russia Today, en effet, on n'a pas les mêmes sources d'informations sur ces sujets-là. Moi, je me fie à un certain nombre de rapports qui ont pu être faits, les experts aussi qui se sont rendus sur place. Et je suis désolée, mais le fait que Bachar el-Assad ait demandé à vous voir, moi je m'honorerais ce qu'il ne demande pas à me voir. Je ne suis pas sûre que ce soit un argument, en effet, à évoquer, parce qu'il y a des gens dont on s'honore d'avoir plutôt l'immunité. Bien, effectivement, la minute a été grosse. Monsieur le trésorier d'ADD, si tu veux bien, auprès du gestionnaire du binaire, obtenir 2 bouteilles de flotte que notre président réclame à l'ordre de la crise, c'est pour les candidats, si vous voulez bien. Chez le gestionnaire, à côté de l'autre quête, débrouillez-vous pour trouver de l'eau, ils sont en panne. Bien, sujet d'après, s'il vous plaît, la laïcité. Je crois que c'est madame qui a commencé, Jean-Philippe. Oui, je plaide pour un respect strict et intégral de la loi de 1905 qui garantit formellement et de manière pleine et entière le respect des convictions religieuses, leur expression dans l'espace public, à condition qu'ils ne troublent pas l'ordre public. Voilà quel est l'esprit de la loi, à la fois de la Constitution de la loi de 1905, mais j'ajoute que dans la loi de 1905, il y a un certain nombre d'indications qui visent ce qu'on appelle les associations cultuelles, c'est-à-dire celles qui sont en charge de gérer des lieux de culte. Alors ça vaut pour les temples protestants, pour les églises catholiques, pour les synagogues, ça va valoir évidemment pour les mosquées. Ces associations cultuelles sont des associations de 1901 dont les contraintes en termes de déclaration, de contrôle, sont plus fortes, plus exigeantes que pour les associations de droit commun, loi 1901. Toutes ces indications sont écrites, si vous regardez dans votre barre de recherche préférée tout à l'heure en rentrant, ce sont les articles 19 et 20 de la loi de 1905. Il faut les appliquer partout. Et en les appliquant partout, de manière normale, en faisant appliquer le droit qui existe, eh bien, on verra très clairement qui sont les associations culturelles musulmanes qui se planquent derrière des centres culturels, des écoles coraniques ou je ne sais pas quoi, qui sont des foyers de radicalisation,
On verra comment l'État peut contrôler un par un ces établissements, car c'est son rôle, et il ne le fait pas aujourd'hui. Il suffit d'aller pas très loin d'ici, dans quelques endroits des églises, pour s'en rendre compte. Et je plaide depuis longtemps pour une fermeté absolument sans aucune espèce de concession sur les imams qui prêchent le radicalisme là où ils le prêchent, pour la suppression et la suspension de leur titre de séjour quand ils sont étrangers, et pour la fermeture la plus rapide possible des lieux dans lesquels, effectivement, on enseigne la haine de la République. Il n'y a pas besoin de beaucoup de dispositions autres que celles qui existent aujourd'hui dans la loi. Il suffit d'appliquer et d'avoir la volonté politique de le faire. Et quand vous disiez il y a quelques instants qu'il y a des inimitiés concernant la loi, je peux le comprendre. Il aurait fallu que le président de la République s'écarte un peu du soutien de l'Union des organisations islamiques de France, qui était aussi pilotée par les frères musulmans. Madame Sabine. Sur la laïcité, la loi de 1905, toute la loi, rien que la loi. Bon, je pense que c'est le principe que nous devrions avoir. Et c'est le principe en tout cas qui me guide. J'ai d'ailleurs interpellé aujourd'hui la encore députée Elisabeth Guigou qui a cru bon pour faire sa campagne en Seine-Saint-Denis se rendre dans une mosquée en portant le hijab. Je considère que c'est intolérable. Et je considère en effet que ça renvoie en termes de laïcité et en termes de droit des femmes à disposer librement de leur corps. Moi, me met particulièrement mal à l'aise. Et je pense que nous serons évidemment d'accord sur le sujet, et je pense largement aussi, et j'espère, dans cette salle. Sur la question de l'islamisme, évidemment, et non pas de l'islam, sur la question de l'islamisme, les positions du président de la République sont extrêmement précises et fermes. Dissolution immédiate de toutes les associations qui prêchent la haine. Sur la question de l'EIF, évidemment, moi je rejette, bloque ce soutien, pour avoir un certain nombre de ces membres qui de toute façon ont mis, je vais dire presque une fatwa sur moi me concernant par rapport aux positions que j'ai pu prendre sur la question des droits des femmes. Je ne suis absolument pas proche de ce type d'organisation, bien au contraire. Je l'ai prouvé à mon avis dans un certain nombre de combats, ou en tout cas de prises de position que j'ai pu avoir. Et sur la question notamment de l'égalité entre les femmes et les hommes, malheureusement il me semble que parfois eh bien, il y a des intégrismes qui se rejoignent, je les rejette en bloc. C'est la raison pour laquelle je pense que la laïcité est aussi, et surtout dans un certain nombre de nos quartiers finalement, la meilleure garante, la meilleure protection pour les droits des femmes. Et donc voilà, en tout cas, dissolution immédiate de l'ensemble des associations qui prêchent la haine, formation en France des imams, prêche en français, et je pense que déjà avec ces principes-là, on lutterait de manière assez efficace contre les dévoiements qui sont faits sur la question de la laïcité. Mais la laïcité, rien que la laïcité, et rien que la loi de 1905. La Chambre, Dominique. Oui, j'ajoute un point qui est la manière de traiter cet islam radical. Alors il y a les mesures de fermeté que nous venons d'évoquer. Il y a aussi toute la question de savoir comment on aide et comment on protège les musulmans modérés qui sont prêts à faire évoluer la pratique, pour ne pas dire même le contenu parfois de leur propre religion. Il y en a. Il n'y en a pas qu'en France. J'en ai rencontré dans tous les pays du Proche-Orient. Et il me semble que si nous n'aidons pas ces musulmans modérés qui, quand ils prennent la parole aujourd'hui, sont menacés, sont contraints, sont exclus de leur communauté, presque persécutés par leurs camarades de religion, il y a là une mission de l'État. Je pense, pas de l'État d'ailleurs, ça peut être aussi des universités ou d'autres instances comme celle-là, qui doivent permettre que, effectivement, par le dialogue et par la prise de parole officielle, valorisée, ces musulmans modérés fassent évoluer petit à petit tout ce qui doit, effectivement, faire l'objet d'une clarification dans un certain nombre de textes. Je prends pour exemple, j'en termine par là, l'accord extrêmement prometteur qui a été signé par la grande mosquée d'Al-Azhar au Caire, avec l'Institut catholique de Paris il y a maintenant 1 an. Le pape François d'ailleurs s'est rendu au Caire il y a quelques mois, quelques semaines, pour également dans ce sens. C'est une préfiguration de ce dialogue qui doit commencer, ou qui peut commencer par le dialogue interreligieux, mais il ne doit pas s'arrêter là. La République française doit aussi soutenir les personnes qui sont désireuses de faire évoluer dans un sens favorable tous ceux qui peuvent effectivement, tous ceux qui sont prêts, et si l'immense majorité d'entre eux, à vivre pacifiquement leur foi dans l'espace républicain. Nous aurons un accord ce soir sur ce sujet, parce que je pense que justement la protection de celles et ceux qui veulent vivre leur foi de manière digne et respectueuse des lois de la République doivent être soutenus évidemment.
En étant, d'ailleurs dans le cadre de cette campagne, on a été interpellé par une femme qui nous disait « j'ai un peu l'impression de subir la double peine ». Je ne dirais pas dans quelle ville c'était, elle est d'origine kabyle, c'est elle qui me l'a dit. Il dit voilà, j'ai à la fois parfois le sentiment d'être rejetée parce que je ne suis pas native, et en même temps, comme moi, je refuse de porter le voile et j'ai toujours refusé de le porter. Et bien il se trouve que quand elle s'est rendue par exemple sur le marché de Trappes, elle a été frappée. Elle m'a dit formulé comme ça, je subis cette double peine, où parfois on me rejette du fait de ma non-nativité, on va dire, et on me rejette parce que j'ai rejeté des principes qui ne me paraissent pas correspondre à moi, la manière avec laquelle j'ai envie tout simplement d'être une femme libre dans notre pays. Donc oui, évidemment, il faut absolument accompagner celles et ceux qui souhaitent vivre leur foi dans le respect des lois de la République et être donc implacable avec ceux qui refusent de respecter les lois de la République. On se soumet aux lois de la République, c'est un principe qui me paraît être, je vais dire, presque sacré, vous pardonnerez ce terme par rapport au sujet, mais en tout cas un principe fondateur dans notre République. Très bien, merci. Sujet suivant. Sécurité, terrorisme. Madame, je crois que c'est à vous. Alors on l'a un peu abordé sous un prisme un peu particulier juste avant, mais évidemment ces sujets sont liés sur la lutte contre le terrorisme quand on dit dissolution de toutes les associations qui prêchent la haine. Il y a plusieurs choses, nous, dans le projet. D'abord, la première chose, c'est qu'il y a eu un démantèlement du renseignement territorial qui a été extrêmement préjudiciable à la manière avec laquelle on a pu se renseigner, former, détecter. Et il y a eu souvent aussi une confusion qui a été faite dans les responsabilités qui sont celles de nos forces de sécurité, à la fois sur les missions de renseignement et à la fois sur les missions d'action. C'est la raison pour laquelle on veut clarifier ces missions, c'est la raison pour laquelle on veut renforcer nos effectifs avec 10 000 policiers et gendarmes recrutés. Et c'est la raison pour laquelle le président de la République lui-même a affirmé qu'il voulait créer, alors vous me pardonnerez l'anglicisme, une task force qui lui soit directement rattachée sur la lutte antiterroriste. Et évidemment, il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin par rapport aux relations diplomatiques que nous pouvons avoir avec des pays dont on a parfois trop favorisé l'implantation en France et dont on sait aujourd'hui qu'ils financent, peut-être le savait-on d'ailleurs à l'époque, qu'ils financent le terrorisme. Donc il faut aller de pair sur le renforcement de notre sécurité, sur notre sécurité du quotidien, évidemment, sur la lutte antiterroriste, mais sur ce sujet-là, la révision de nos relations diplomatiques, notamment avec le Qatar, me paraît être essentiel, et ça a été affirmé là encore par le président de la République. Merci. Sur le renforcement des effectifs de police, gendarmerie, des douanes, de la police d'air et des frontières, j'ai évidemment pas d'objection, tout le monde est d'accord avec ça. C'est un problème de quantité, de rythme et de moyens à mettre en œuvre. Donc là-dessus, ce sont les modalités et la mise en œuvre qui le décideront. Je vois qu'il y a aussi tout à l'heure la question de l'immigration, donc j'évoquerai cette question juste après. Deux choses. La première, c'est que moi je ne sais pas si les États ont financé le terrorisme. J'ai présidé la commission d'enquête de l'Assemblée nationale pendant 8 mois sur les moyens de Daesh. Nous nous sommes rendus en Turquie, en Arabie Saoudite, aux États-Unis, dans plusieurs pays d'Europe. Nous avons discuté avec les responsables d'Europol, de la Direction générale de justice de Bruxelles. Sans doute, un certain nombre de ressortissants qataris, turcs et saoudiens ont-ils financé Daesh. Sans doute, l'Arabie Saoudite et le Qatar ont-ils laissé par négligence ou par complaisance s'installer Daesh. Le lien direct de financement entre ces États et cette organisation, n'est pas établi. Alors on l'établira peut-être un jour, mais pour l'instant, il n'est pas établi. Ce qui est certain, c'est qu'en revanche, le financement par l'Arabie Saoudite, à coût de centaines de millions de dollars par an, de tous les mouvements wahhabites du monde, ça c'est établi. Le fait que les Qataris soutiennent partout, en Libye, en Égypte, encore une fois l'organisation des frères musulmans, ça c'est parfaitement établi. Et c'est ça qui justifie au fond, sans doute encore de manière plus prégnante, le fait que nous prenons nos distances à l'ECPI. Ça fait partie des positions que j'ai défendues pendant la primaire, et très clairement, il me semble que la remise à plat sur les relations diplomatiques est importante. J'observe d'ailleurs avec beaucoup d'intérêt la manière dont la France va prendre position dans la crise qui aujourd'hui oppose les Saoudiens aux Qataris, parce que ça n'est pas une petite affaire. Et nous allons bien voir comment, à la fin du compte,
l'État français décide de prendre parti ou pas. D'ailleurs, ce sera une indication sur l'orientation de sa politique. Je crois en tout cas, ça lie avec d'autres sujets, que c'est au fond, la dépendance pétrolière qui nous fait avoir cette forme de complaisance à l'égard de toutes les monarchies du Golfe. Deux, le fait que nous avons besoin de leur argent par l'intermédiaire des fonds internationaux et des fonds de pension qu'ils détiennent, ce qui veut dire que notre indépendance financière, là encore, est une question. Et troisièmement, il reste que, par souci de plaire aux Américains, le quinquennat de François Hollande a été sans doute le plus atlantiste de tous dans l'histoire de la Ve République, de manière fautive de mon point de vue. Et il y a là, encore une fois, quelque chose qu'il faut redresser. C'est donc toutes ces causes qui nous permettent également, dans le cadre d'une coopération réelle avec nos alliés, de mieux lutter contre le terrorisme. Débat avec large avantage à droite. Sur le quinquennat qui serait trop atlantiste, moi j'assume de dire que les États-Unis sont un allié évidemment dans la lutte antiterroriste, au même titre qu'Israël notamment est un allié extrêmement puissant parce qu'ils sont souvent en première ligne dans la lutte antiterroriste. Et je pense que nous pourrions aussi avoir des relations diplomatiques plus affirmées, et j'espère que nous en aurons, encore une fois, avec ces pays-là, qui me semblent essentiels parce que ce sont des démocraties, parce que ce sont des pays historiquement alliés avec la France, et parce que je pense que le renforcement de nos relations diplomatiques avec ces pays-là nous permettra de lutter avec efficacité dans la lutte antiterroriste. Sur la question du terrorisme, vous avez évoqué en liminaire de votre propos la question de l'immigration. Bon, on n'a pas la même vision peut-être là aussi sur ce sujet, vous avez dit que vous y reviendrez après, mais vous faites un lien immédiat que moi je ne fais pas entre sécurité et immigration. Tout simplement parce que malheureusement, la France a eu à subir un certain nombre d'attaques, d'attentats terroristes qui ont été perpétrés par des Français. Et notre enjeu, il est là, il est surtout comment on détecte, comment on déradicalise, comment on renforce le sentiment d'appartenance à notre pays, comment on intègre mieux, comment on assimile mieux. On peut reparler d'ailleurs de ce débat entre intégration et assimilation. Et moi je refuse de faire ce lien, qui serait pour moi une défiance et qui, à mon avis, ne renforcerait pas la cohésion dans notre pays. Donc je ne fais pas ce lien, parce qu'il n'y a pas de lien systématique et parce que malheureusement, les événements dramatiques que nous avons eu à subir et à vivre dans notre pays démontrent que ça n'est pas le cas. Enfin, on a toujours cet éternel conflit, on l'a même localement, quand on parle par exemple de vidéoprotection ou de vidéosurveillance, entre quel est l'équilibre entre la liberté et la sécurité. Et je pense qu'il ne faut pas abolir nos libertés individuelles au nom de la lutte, évidemment, antiterroriste, je pense notamment à la question de données personnelles, etc. Et je pense que c'est un enjeu majeur en termes de liberté publique, de savoir où on s'est placé le curseur et d'en faire un vrai débat national pour que nous ayons notre mot à dire sur la manière avec laquelle nous estimons qu'il faut lutter efficacement sur la question terroriste. Et il y a un lien évidemment entre la sécurité et l'immigration. Je ne dis pas que le lien est universel, absolument mécanique et global, je dis qu'il y en a un. Il n'y a pas de terrorisme qu'en France, il y en a en Allemagne, il y en a en Angleterre, il y a des tentatives d'attentats qui sont déjouées, pas tous les jours, mais régulièrement, dans les autres pays d'Europe. Et il n'y a pas que des gens qui sont des natifs ou des gens qui ont été élevés dans ces pays, qui les provoquent. Ceux qui regardent un peu de près ces questions savent bien. Il ne faut pas être naïf. On sait parfaitement que dans un certain nombre de stratégies qui sont développées par ceux qui veulent le mal, il y a le fait qu'ils ont profité de l'afflux de migrants en Europe pour envoyer des gens qui sont très mal intentionnés, tout le monde le sait. Je ne dis pas que les migrants sont des terroristes. Nous en avons croisé l'autre jour avec Pascal à Bonneuil, dans le centre d'hébergement. Il n'y a pas de terroristes là-dedans, il y en a ailleurs. Et si effectivement nous n'arrivons pas à mettre en place ces politiques-là, mais c'est le sujet d'après, évidemment, nous passerons à côté d'un certain nombre d'informations, de surveillance. Je pourrais vous parler des filières de passeurs qui viennent de Tripoli, enfin il y a des tas d'exemples. Deux remarques brèves. Protéger les libertés fondamentales, très important. N'incluons pas l'état d'urgence dans le droit commun. N'incluons pas l'état d'urgence dans le droit commun. Les magistrats sont inquiets de ce projet qui est porté par le gouvernement. Si effectivement demain, n'importe quel préfet ou commissaire de police peut perquisitionner chez vous sans l'intervention d'un juge, si vous pouvez être assigné à résidence sans motif judiciaire et sans l'intervention d'un juge, ce qui serait la conséquence de l'inclusion de l'état d'urgence dans le droit commun, alors je le dis, c'est un recul sans précédent de nos libertés publiques.
C'est le rapporteur de la commission des lois sur cette question depuis décembre 2015 qui vous le dit. C'est un sujet sur lequel j'ai beaucoup travaillé. Je suis encore, au moins jusqu'au 18 juin, à 20h pile, le rapporteur de cette commission des lois. Je vous dis, ne faisons pas ça. Ne faisons pas ça. Il y a là une marque extrêmement inquiétante en termes de protection de liberté fondamentale. Si vous voulez répondre à ça. On va probablement en reparler dans le thème suivant, mais quand vous dites c'est connu, c'est évident sur ce lien qui existe. Non, moi je m'élève un peu là-dessus parce que non, ça n'est pas une évidence. Et malheureusement, ce que nous avons eu à subir dans notre pays, et ce qui est peut-être la plus grande question que nous avons eue, c'est que ce sont justement des Français qui ont commis ces attentats. Ce serait peut-être plus simple de s'en remettre. Ce serait peut-être plus simple de s'en remettre si ce n'était pas des Français. Malheureusement, la plupart de ces attentats, et les plus terribles d'entre eux, et les plus terribles et les plus meurtriers d'entre eux, ont été commis par des Français, par des gens qui sont allés aux mêmes écoles que les nôtres, qui ont grandi à nos côtés, et c'est ça l'enjeu que nous avons. C'est ça l'enjeu que nous avons. Je refuse de dire que nous sommes responsables de ce qu'ils sont devenus. Ce n'est pas l'État français qui est responsable de ce qu'ils sont devenus et du fait qu'ils se sont retournés contre la France et qu'ils ont voulu perpétrer des attentats contre nous et qu'ils ont voulu tuer les Français et qu'ils ont parfois réussi. Mais encore une fois, je pense que intellectuellement, moralement, psychologiquement, ce serait plus facile pour nous en remettre si justement ils n'étaient pas français. Mais ils le sont. Et donc notre enjeu de détection, notre enjeu de responsabilisation, notre enjeu de lien entre l'école et la famille, notre enjeu, il est là. Il n'est pas juste dans le rétablissement de frontières. Il est peut-être dans le renforcement des frontières extérieures de l'Union européenne. C'est d'ailleurs ce que l'on propose quand on dit qu'il faut renforcer les moyens qui sont alloués, notamment à Frontex. Donc ça, on le propose, évidemment. Mais l'enjeu fondamental, il est, à mon sens, sur comment et pourquoi ces gens ont voulu se retourner contre ce qu'ils sont eux-mêmes, sur la manière avec laquelle ils ont été élevés, sur les écoles dans lesquelles ils ont grandi. Et c'est ça, à mon avis, encore une fois, qui est peut-être le plus douloureux pour nous. Et non, je refuse de faire cet amalgame et de faire ce lien. Et encore une fois, et je le fais d'autant moins qu'il ne faut pas mélanger la question des migrants et la question des réfugiés, qui sont deux choses et deux aspects qui sont extrêmement différents sur l'accueil légitime que nous devons avoir pour les réfugiés et sur la différence que nous devons avoir sur la politique migratoire. Et ce sont deux sujets qui sont très différents dans la manière avec laquelle ils doivent être adressés et traités. Bien. Vous l'avez bien traité. Non, tu veux dire donc pour... Non, je vais faire le lien avec le sujet suivant. Eh bien, si on veut bien passer à l'immigration, qui commence? C'est toi là? Oui, je crois. Allez. Ça tombe bien, ça va me permettre de... Ils ne sont pas tous français. J'ai dit très précisément tout à l'heure qu'on peut faire un lien mécanique et global entre l'immigration et le terrorisme. Je sais bien qu'il y a une différence entre les migrants et les réfugiés. Et encore une fois, j'ai fait assez dans commission des lois et dans l'hémicycle pour faire la différence entre les deux. Nous avons révisé suffisamment la loi sur le droit d'asile pour que je comprenne très précisément cette différence. Donc j'ai pas besoin qu'on m'explique. Je veux simplement qu'on ne redit pas le bon sens. Encore une fois, parler à toutes les personnes qui s'en occupent au plus haut niveau de l'État, il faut le dire. Et deuxièmement, je n'ai pas besoin non plus d'être convaincu sur le fait que, bien sûr, le problème est un problème d'inclusion en France. C'était la conclusion du rapport que j'ai rendu avec l'ancien ministre de la Défense, Kader Arif, sur les moyens de Daesh. Évidemment que ce n'est pas l'immigration qui est la première en cause. Évidemment qu'on n'a pas su, comme il le fallait sans doute, faire apprécier la France. Évidemment qu'ils ont trouvé ces gens dans l'engagement terroriste, des choses qu'on aurait dû leur procurer dans leur engagement social immédiat. Et ils ne l'ont pas trouvé. La faute de qui est-ce? Tout le monde est personne. La responsabilité est collective, forcément, puisque c'est un échec collectif. Mais on ne peut pas dire à la fois, il faut apporter des solutions collectives et personne n'est responsable. C'est incohérent. Donc il y a évidemment des choses à faire en termes d'éducation, en termes de tout ça. On le sait bien. Mais franchement, si effectivement nous n'établissons pas des contrôles plus stricts aux frontières extérieures comme aux frontières intérieures de l'Europe, si nous ne lançons pas des programmes de co-développement extrêmement ambitieux, pas simplement ce que fait l'Agence française de développement aujourd'hui, mais la volonté d'implanter pas simplement des programmes humanitaires ou des programmes d'aide, pas que de l'eau potable, mais aussi des industries, aussi de la transformation et de la valeur ajoutée dans les pays d'origine de l'immigration, alors ça ne servira à rien. Je pense qu'une partie des difficultés que nous avons à assurer cette cohésion sociale dans notre pays
provient d'un déséquilibre sur ce sujet. Et qu'il faut faire attention à ce que par ce déséquilibre, nous ne provoquions pas une incapacité ou une impossibilité de vivre en harmonie dans un certain nombre de territoires. Il y a des territoires qui ne peuvent pas dire que l'immigration est une chance pour la France. J'ai passé 15 ans de ma vie dans les banlieues nord de Paris, je sais de quoi je parle, et encore une fois, je n'ai d'animosité à l'égard de personne, je regarde la situation qui nous est donnée. Il y a ici des maires qui connaissent bien les déséquilibres qu'il y a dans certains quartiers de leur territoire et qui comprendront eux aussi exactement ce que je suis en train de dire. Eh bien, moi je ne comprends pas exactement ce que vous voulez dire par déséquilibre. Qu'est-ce que vous voulez dire en termes de déséquilibre? C'est des équilibres de population entre des natifs et des migrants? C'est ça que vous voulez dire? Oui. Je suis désolée, mais la question d'un déséquilibre qui existerait entre les populations natives et les migrants, moi, ça me fait quand même furieusement penser à la théorie du grand remplacement. Est-ce que c'est ça que vous partagez comme théorie aujourd'hui? Je suis désolée. Mais si le déséquilibre que vous dénoncez, c'est de dire qu'il y a un déséquilibre entre les populations natives et les populations qui seraient immigrées, j'ai pas l'impression que dans nos territoires, enfin, très honnêtement, moi, c'est pas du tout le sujet prioritaire dont on m'a parlé dans cette campagne. C'est pas d'immigration dont on m'a parlé dans cette campagne. C'est d'emploi, c'est d'attractivité, c'est de ruralité, c'est d'agriculture, c'est de fiscalité. Mais c'est pas l'immigration qui était le sujet numéro 1 de cette campagne. Et je pense pas que ça ait été d'ailleurs votre sujet numéro 1, je pense pas que ce soit là-dessus que les gens vous aient interpellé en premier. Oui, non mais c'est pour ça que quand vous parlez des équilibres de population, moi je suis un peu étonnée juste de l'emploi de ce terme, et j'ai le droit et la liberté de m'en étonner, parce que voilà, c'est aussi les valeurs qui sont les miennes, et qui font qu'on est différents, et qu'on est en débat ce soir, et qu'en effet, on n'est pas dans les mêmes familles politiques, et qu'on ne se retrouve pas sur un certain nombre de sujets. Voilà, tout simplement, moi l'interpellation que j'avais envie de vous faire, parce que voilà, je ne me retrouve pas dans ce que vous venez de dire, tout simplement. Très bien, écoutez, je vous invite à aller visiter un certain nombre de quartiers de Morpeth-Cognères, vous comprendrez tout de suite ce que je veux dire. Voilà. Il suffit d'y aller, parce que le maire est pas très loin, pour aussi, donc ils vous le diront. Allez faire un tour aux friches, allez faire un tour derrière les lotissements Cognères près de la mairie, et vous verrez exactement ce que je suis en train de vous dire. Et parlez aux habitants qui sont sur place, ou simplement traverser la nationale à Trappes, ou aller dans des banlieues de Paris, ou dans un certain nombre de points de Marseille. Il s'agit ici pas d'un débat local, je ne suis pas en train de vous parler d'un déséquilibre ici, là autour, dans l'hippodrome de Rambouillet, c'est pas la question. On parle de la France ici, pas que de la circonscription. Et je vous le redis, moi je réponds à cette question, c'est pas moi qui choisis le thème, puisque le délégué général Stadédé n'est témoin que je n'ai manifesté aucune forme de souhait et de volonté de l'organisation de ce débat. Je suis, lors du jour qui m'est donné, en abordant la question de l'immigration, je la traite comme un député vice-président de la commission des lois, c'est-à-dire je réagis nationalement et en termes de relations internationales. Juste une interpellation générale. Effectivement, je posais la question aux deux candidats de savoir quels étaient les thèmes qu'ils voulaient traiter. Madame Berger a eu la gentillesse de me répondre très rapidement en me donnant 4 thèmes. J'ai interviewé monsieur le député quant à savoir quels étaient les thèmes concurrentiels, si je puis dire, qu'il voulait aborder. Il m'a répondu, ça va peut-être vous faire sourire, quand je suis invité quelque part à dîner, je ne pose pas la question de savoir quel est le menu. Bon, donc je me suis fait par la main, et puis j'ai pris 4 groupes de travail qui étaient ceux sur lesquels ADD avait travaillé, de manière à ce que ces groupes de travail puissent éventuellement vérifier, rapprocher la nature de leurs travaux par rapport à la nature des positionnements des deux candidats. Voilà ce qui justifie les 8 thèmes, et les 8 thèmes ont été ainsi choisis. Madame la Monsieur le député, c'est sûr que s'il faut déjà être député pour pouvoir le devenir, j'aurai toujours un désavantage sur vous. Mais justement, je suis candidate pour le devenir, et en effet, évidemment, je ne parlais pas particulièrement de ce territoire, je répondais justement à ce que vous disiez, en m'étonnant du terme que vous aviez employé, en considérant que moi, je ne l'aurais pas employé à votre place, et je ne l'emploie pas, parce que je ne souscris pas à cette vision. Et je différencie bien, en effet, l'accueil des réfugiés et l'accueil des migrants et la question migratoire que nous devons avoir. Le président de la République a d'ailleurs réaffirmé que nous devions avoir une immigration, notamment sur la question, vous savez, qu'il a appelé les talents, c'est-à-dire qu'on a malheureusement dans le passé souvent limité le nombre de visas pour des hommes et des femmes, notamment des étudiants qui étaient dans l'incapacité de pouvoir venir sur notre territoire, et qu'on pourrait ainsi non seulement
au bénéfice de leur éducation, mais aussi derrière au bénéfice qu'ils auraient pour notre territoire. Et je pense que ce serait une chance, évidemment, de pouvoir accueillir celles et ceux qui pourraient bénéficier de ce niveau d'éducation et qui pourraient être ces talents-là, soit en restant au sein de notre pays s'ils le souhaitent et si la France le souhaite, soit évidemment en repartant. Sur la question du droit d'asile, et je pense que nous serons peut-être d'accord sur ce sujet, il me semble qu'en effet il faut réformer la question du droit d'asile, notamment les délais d'obtention de l'asile qui sont extrêmement longs et qui sont à la fois humiliants pour un certain nombre de personnes qui doivent pouvoir en bénéficier, qui sont une contrainte et une charge pour l'État, et qui sont, à mon avis, inutiles dans la manière avec laquelle ils nous conduisent à ne pas forcément nous protéger dans les risques potentiels qu'il pourrait y avoir et que vous avez décrits. Les risques potentiels de quoi? Vous disiez qu'il y avait des risques potentiels d'infiltration, etc. Vous avez dit ça. Et j'ai pas dit qu'il n'y en avait pas. J'ai dit que moi je ne considérais pas qu'il y avait des équilibres de population, monsieur, entre les natifs français et les migrants. Vous avez contesté le fait qu'il y a un risque d'insécurité lié à l'immigration, maintenant vous dites qu'il y a un risque ou pas. Je parle de risque potentiel terroriste, qui n'est pas exactement la même chose que juste la question de l'insécurité, vous le savez très bien, puisque vous avez coordonné des travaux sur le sujet. C'est juste que moi, contrairement à ce que vous avez dit, je ne veux pas renier le bon sens qui fait qu'il y a un lien entre immigration et insécurité. Moi, en effet, je n'y vois pas forcément du bon sens. On aura compris, à mon avis, nos différences sur ce sujet-là, et je sais que le temps court, et peut-être qu'on peut passer à d'autres débats, sauf si vous souhaitez qu'on y revienne, et je pense que la salle pourra y revenir également. Un mot seulement sur l'évolution du droit d'asile. Le problème, c'est le protocole de Dublin. C'est une loi européenne qui définit la manière dont on doit traiter ceux qui sont réfugiés en France, qu'ils soient réfugiés pour des questions de guerre, ou des questions économiques ou d'autres choses. Et c'est une loi, enfin c'est un traité en espèces, qui indique que quand un réfugié arrive ici, si on n'accepte pas de le considérer comme un réfugié, lui accorder un droit d'asile, alors on le renvoie dans le pays d'Europe où il a touché le sol. C'est affreusement compliqué, c'est inapplicable, ça prend un temps absolument fou, et donc ça n'est pas dans le droit français qu'il faut remettre en cause, que, encore une fois, cette convention européenne, évidemment c'est plus long, mais il y a là quelque chose qui serait à la fois dans l'intérêt des personnes et des services qui s'en occupent, un élément de simplification important. Bien, merci. Vous semblez tous les deux d'accord pour passer au sujet d'après la éthique. Alors là, je vais peut-être mettre un préalable pour que vous compreniez les raisons pour lesquelles vous avez sur vos pupitres respectifs un ABC d'ADD. Cet ABC d'ADD, je rappelle pour ceux qui ne sont pas ADDiens ici, même s'ils ne sont pas majoritaires, ça ne mérite pas moins de leur préciser, qu'il y avait un groupe de travail éthique et politique à ADD qui a généré, au travers de ses travaux, il y a maintenant pratiquement 2 ans, une charte que l'on soumettait à la signature des élus, et une charte qui, quelque part, philosophiquement, était, me semble-t-il, relativement proche de ce que aujourd'hui le garde des Sceaux envisage. Donc on avait essayé de généraliser cette approche, et la question, j'avais indiqué aux candidats qui leur seraient posés, les caractéristiques de cette charte sont-elles en phase ou pas avec votre état d'esprit, et si vous voulez bien partir sur ce sujet-là, éthique et politique, la politique autrement, c'est ça le gros thème, à dialogue et démocratie, c'est surligner la politique autrement. La politique autrement est illustrée quelque part par la charte d'éthique que nous avons générée. Qu'est-ce que vous en pensez pour ça, d'une manière précise et d'une manière générale, qu'en est-il de vos choix sur ce sujet? Merci. Madame. Oui, je vous remercie pour la transmission de cette charte que j'ai signée, parce qu'elle me semble en effet correspondre à la fois au projet de loi qui est présenté, qui est celui sur la confiance dans la vie politique. Cette charte, je pense que vous la connaissez puisque vous êtes pour la plupart adhérents. C'est à la fois la question de l'assiduité de nos élus, c'est la question évidemment de la limitation dans le temps du nombre de mandats, la question du cumul en même temps des mandats.